Hello, Hello. bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric qui a la technique, c'est Laurent. Salut tout le monde. Salut Laurent. Préco, allez go. Préco, Unlock Mini. Ouais, 3 mini unlock. Donc on a déjà les 6 premiers scénarios qui sont arrivés l'année passée aux même période. Ici les 3 prochains, donc le 7, 8, 9, qui arrivent incessamment sous peu. Je pense dans une semaine ou deux, quelque chose comme ça. Pour partir en vacances, un scénario d'unlock, mini, c'est un truc comme 7 €, je crois, quelque chose comme ça. Ouais. Juste un deck de cartes, c'est facile à transporter. Hein. C'est ça. Alors, continuons. Disney Sorcerers Arena. Ouais, donc c'est un peu... Ça m'a fait penser un peu à Unmatch, on l'avait vu. C'est ce qu'on avait vu chez Asmodée. Hein. Ouais, qu'on l'avait vu chez Asmodée, ça m'a fait penser un peu à Unmatch, mais dans l'univers de Disney. Pas du tout pour moi, mais ça avait l'air assez fun. Oui, clairement, clairement. Et donc il était déjà en anglais, c'est une belle réussite en anglais, donc localisation français par US Apoli ou quelque chose comme ça. Donc c'est pour, je sais plus, mois de septembre, je crois, je sais plus. Alors, Now or Never. Now or Never, donc le Raven. De chez Raven, ça. Non, c'est Ryan Lockhart. Ouais, c'est ça. Ah oui. Sa boîte, c'est Raven, je sais plus. Red Raven. C'est pas Lucky Duck qui ramène ça par ici. Oui, en français, oui. Donc Now or Never. On parle de la même chose, mais... Oui, donc c'est avec Niren Farr et le troisième, que évidemment, je vais oublier le nom, évidemment. Enfin, qui est le troisième, le premier. Up and Above, non. Above and Below. Above and Below. Donc le troisième de Lockhart, parce que c'est toujours du narratif, mais il faut reconnaître que ça c'est sympa. Et Sleeping Gods avait eu vraiment de bons retours. Hein. Oui. Donc, autre chose en préco? Il y a aussi, que j'aime beaucoup, Ra. Oui. Ra. T'as l'air de douter. Non. Tu sais ce que c'est quand même, Ra? Bien sûr. Je sais ce que c'est. Là, je commence à m'inquiéter. Et donc, on n'est pas... On a joué ensemble en plus. On est dans la... Oui, mais non, j'ai adoré Ra. Non, mais bien sûr, je buguais savoir qu'est-ce qu'il faut en préco. Parce que ça va être... C'est pas moi qui fais l'affiche. Hein. D'accord. C'est pour ça que je me dis... Moi, je lis. Hein. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je n'ai pas rajouté non plus. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Parce que ça va être de la préco de courte durée. Oui, parce qu'il arrive tout de suite. Hein. Parce que c'est sur la route. Ouais, déjà. On a déjà eu un premier arrivage Kickstarter. Moi, comme un boulet, j'ai vendu le mien. Donc là, maintenant... Et puis tu l'as joué avec moi et tu as compris que tu avais fait une grosse erreur. Ah, bien sûr. Mais je l'avais dit. Bien sûr. Non, je m'étais dit que je le trouverais par après, en fait. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, ils ont terminé d'envoyer les Kickstarter. Il reste un peu. J'ai racheté plein de boîtes. Plein. Aussi bien version Deluxe que Retail, si j'ai bien compris. C'est ça, Deluxe et Retail cette fois-ci. Totalement surproduit, mais... Oui. On l'a déjà dit, si c'est pour surproduit, autant le faire pour un grand jeu. Voilà. On va faire un bûche au laurier, peut-être? Non? Oui. On peut? Oui. On va faire un laurier, tu veux dire? On laissait planer le suspense. Donc, à mon avis, j'ai reçu le tracking, donc à mon avis, je dirais lundi au dépôt, mardi magasin, mercredi magasin, quelque chose comme ça. C'est les dernières boîtes, si j'ai bien compris. Après, en tout cas, de luxe. Après, oui, j'ai pris tout ce qui était endommagé aussi. Oui, donc il va avoir moyen. Il va avoir des prix intéressants en plus. Donc je sais pas, il m'a dit légèrement endommagé, ça va être moitié prix. Je pense que ça va... Si le matos dedans est intègre, ça vaut le coup. Généralement, c'est un coup... Faut reconnaître, c'est trop cher. Oui, c'est trop cher. En général, c'est un coup dans la boîte, hein, tout simplement. Si c'est juste un coup dans la boîte, à moitié prix, là, ça vaut vraiment le coup. Ouais, je pense. Soyez rapide. Donc, c'est pour quand, cette semaine? Non, la semaine prochaine, j'irai au dépôt lundi ou mardi, je pense. Okay. Donc, bon, voilà. Vous êtes prévenus. Oui. Ensuite, nous avons la Wingspan Nesting Box. La Wingspan Nesting Box. Mais pas la... Pas la veste, si j'ai bien compris. Je vais râler encore très fort, et donc je vais vous la laisser pour la fin de la vidéo. Comme ça, on va passer à autre chose, parce que j'ai pas envie de déblatérer pendant un quart d'heure. On va passer à autre chose. Donc rappelle-moi que je dois encore taper sur le copain. J'ai bien vu quand on s'est vu mardi déjà que tu m'en as parlé. Oui. J'ai déjà vu que ça te... Mais je peux comprendre. Ensuite, tu veux qu'on parle des KS, des précos? Ouais, KS préco. Alors, on a Sbire. Ouais, Enchemania, ça s'appelle Enchemania, la nouvelle version, parce que ça s'appelle plus Sbire, c'est Enchemania sur Sbire. Donc il y a eu quelques mois que le Kickstarter était... Ouais, donc on a les versions all-in qui sont en préco. C'est pour septembre, octobre, je sais plus, quelque chose comme ça. Il y en a un autre, non, il me semble? Oui, l'éditeur que j'aime beaucoup, Fractured Sky. Ouais, Fractured Sky.
chez Ivy Games. Ivy Games. Qui ont fait notamment Moonrakers, l'excellentissime Moonrakers. Ouais. Les autres, bon, c'est peut-être un petit peu moins bien, ouais. C'est cher. Mais c'est des éditions qui sont toujours... c'est du matériel de fou. C'est presque des mots pour les usines chinoises. Hein. C'est presque une boîte de représentation de ce qu'ils peuvent faire. Clairement. Donc, avec les vaisseaux aimantés. Aimantés et tout, ouais. Donc j'ai ouvert les précos là-dessus. Voilà. Là aussi totalement surproduit, mais bon. Ouais. Mais le jeu a l'air pas mal. Hein. Ouais. Le jeu a vraiment l'air pas mal. Je pense qu'après Moonrakers, c'est Veilfate qui était pas mal, avec un côté bluff. Le troisième, là, je ne l'avais même pas pledgé d'ailleurs. Mischief, comment ça s'appelle encore? Le truc qui se passe dans une bibliothèque là. Milskill Shelf. Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Ça, j'avais passé et là, les retours étaient moins bons. Pas la production, évidemment. Mais de toute façon, je ne pense même pas avoir eu l'occasion de reprendre parce que j'ai repris des Moonrakers. Mythic Mischief, c'est ça. Ouais. J'ai repris des Moonrakers. Parce que les Moonrakers, on les a reçus, ça n'est même pas arrivé sur les étagères. Parce que tout est réservé. C'est hors de prix. Moi, j'ai regardé, j'avais tout pledgé. J'ai fait participer au premier Kickstarter. J'ai chaque fois complété les suivants, j'ai tout, j'ai la totale. Je pense que je suis à 400 €, moi. Un truc stupide. Totalement surproduit. Après, honnêtement, déjà le jeu de base, même si les extensions apportent, pour les avoir testées toutes, il y en a moins... Ouais, il y en a 2 qui sont quand même très très sympas. Après, ça dépend des goûts, mais ça ajoute quand même pas mal au jeu. Presque le matos, évidemment, ça c'est une question de goût. Hein. Si on a envie de upgrader son matos en métal, tout ce qui est en métal est hors de prix. Par contre, tout ce qui est gameplay, c'est quand même pas mal. Voilà. Ouais. Après les playmats, tout ça, est-ce que ça vaut le coup? Il faut rejouer. Non. Franchement, le matos est tellement bon que déjà tout ce qui est de base est déjà vraiment très très bien. Ouais, clairement. Par contre, les extensions, moi je les conseille quand même. Ça rajoute un petit peu, et on peut facilement les inclure et les retirer. Et la Titan Box, c'est pas indispensable. L'avantage, c'est que toutes les cartes peuvent être classées facilement, etc. Voilà. Si on n'a pas envie de chaque fois devoir ouvrir plusieurs boîtes, c'est pas indispensable. Ça aussi, j'en ai recommandé des Titan Box en même temps. Ouais. Bon, en tout cas, là aussi, donc faut pas traîner. Je suppose que tu n'en auras pas 50. Non, j'en ai pas pris 50 000 non plus. Donc, forcément. Bah, je pense qu'on est bon pour les précaux. On est bon? On est parti pour les nouveautés? On y va. Allez. Je vois un truc qu'on aurait dû recevoir la semaine dernière. Un truc qui est arrivé vendredi passé, et donc comme on tourne le jeudi soir, voilà. Et donc le Caméléon. De Riki Tata. Riki Tata. Riki Tata qui est un auteur que j'aime beaucoup particulièrement, qui a fait notamment Complot dans les plus connus, qui a fait Senator aussi, Senator qui est un excellent jeu d'enchères, moi qui suis fan de jeux d'enchères, je le recommande largement pour les amateurs. Qu'est-ce qu'il a fait aussi? Il a fait Coup, notamment. Là. Il a fait aussi un truc que j'aime beaucoup, donc je ne me rappelle plus le nom. En général, il sort un jeu, pour sa boîte en tout cas, qui s'appelle la Même. Le nom de sa boîte, et à chaque SN, il sort un nouveau jeu. Voilà. Et ici, c'est des caméléons un peu différents, parce que souvent, c'est des jeux, soit de jeux de pli, soit de jeux un petit peu enchères, un peu fortement interactifs. Ici, c'est plutôt un jeu de mots, hein, avec un peu de bluff. J'essaie de faire bouger la boîte parce qu'il est marqué le caméléon dessus. Donc, elle est jolie la boîte d'ailleurs. C'est relatif. Bon, je trouve que ça sort de l'ordinaire. Moi j'aime bien. Caméléon. C'est illustré par Zoélie, je n'avais pas dit. Oui. Ouais. Ok. Il est marqué en grand, je l'adore, monsieur Tom Vazel de Dice Tower, qui a certainement mis son stamp dessus. Bon, pour prochaine édition, certainement. Oui. Il rajoute au fur et à mesure. Comme j'ai vu le nouveau print de Fédération, le Seal of Excellence. Oui, Seal of Excellence. D'ailleurs, je me demande, tiens, où est-ce qu'il est mon Fédération? Seal of Excellence, il est déjà dessus. Donc ici, c'est un jeu à rôle caché, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va jouer le caméléon, donc qui ne va pas savoir de quoi on parle. Donc vous allez avoir une carte avec plein de mots dessus. Vous allez lancer 2 dés qui vont vous donner des certaines coordonnées, genre C3. D'un des mots de la carte. D'un des mots de la carte, et donc tout le monde va savoir de quel mot on parle. Et le caméléon, il a juste une carte en disant « tu es le caméléon ». Donc il ne sait rien du tout. Chacun, à son tour de rôle, va donner un indice pour essayer de faire comprendre aux autres qu'il n'est pas le caméléon, parce qu'il faut en fait retrouver le caméléon dans ce jeu-là. Et donc, même quand ça va arriver au niveau du caméléon, il va devoir être vif, un peu comme
comme on l'a eu dans Link, par exemple, dernièrement, ou alors dans Detective Club, ce genre de jeu. Et donc, va devoir essayer de ne pas se faire capter, lui, par contre. Bluffer, c'est du bluff. Et donc, à la fin, tout le monde va commencer à discuter. Oui, je crois que c'est toi, non, c'est toi, c'est moi, c'est lui. Enfin, bref, voilà, vous allez y aller. Et donc, le caméléon, s'il se fait choper par les autres, il a perdu. Sauf s'il parvient à retrouver le mot que tout le monde savait, sauf lui. Eh bien, moi, ça me donne très envie d'essayer. Moi aussi, j'aime bien. Clairement. Donc, un jeu de bluff comme ça a l'air très très sympa. Et moi, j'aime bien la boîte sur dormir. 3 à 6 joueurs. 15 minutes, 14 plus. Ouais, ça a l'air très sympa. On va sur The Lost Code. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? De l'excellent. Je trouve que c'est un auteur qui n'est pas reconnu à la hauteur de ce qu'il a fait. Colovini. Léo Colovini. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a fait plein de choses. Hein. Ici, tu as noté Carcassonne. Il a été crédité sur des Carcassonne. Ouais, mais c'est plutôt voilà, Cartagena. Il a fait beaucoup de choses, notamment un jeu que j'adore, qu'il a fait avec Michael Skak, qu'on n'entend plus jamais parler. Pourtant, quand il était sorti il y a quasi 20 ans, on en avait beaucoup parlé. Ça s'appelle Magna Graecia. Il y a peu de gens qui le connaissent encore, Magna Graecia. Il a fait Familia aussi. Magna Graecia, c'est un jeu de réseau qui était reconnu pour son... Je pense que c'est un des jeux les plus moches que j'ai. Ah oui, voilà. Tu m'en avais parlé. Oui, c'est du brun sur du brun sur du brun sur du jaune. C'est particulier. Par contre, le jeu est excellent. Soit. Ici, Léo Colovini. Ici, au niveau des pinceaux, c'est quelqu'un de connu. Oui, Miguel Coimbra. Miguel Coimbra, vas-y, dis-moi 2 trucs. On fait plein de trucs, mais Miguel Coimbra, moi, c'est toujours à boire et à manger, je trouve. Je trouve qu'il y en a certains qui sont bien mieux réussis que d'autres, selon souvent les univers. Okay. Enfin, ici, tu as noté Seven Wonders, Cyclades, Small Worlds. Entre autres. Hein, Outlive. Voilà. Et plein. Moi, j'aime bien Outlive, par contre. Ça, par exemple. Fédération. Ouais. Non. Voilà. Beaucoup de jeux, mais pas la DA. Soit. Jeu de déduction. Donc vous allez en fait jeter des dés qui vont vous donner une certaine couleur. Vous allez avoir un présentoir avec tous des petits totems. Qu'on ne voit pas un petit peu à la Anabi. Ouais. Sauf que là, c'est pas coopératif, ici. Non. Et donc chaque couleur de totem va avoir une valeur entre, je sais pas, 1 et 7, je suppose. Je ne sais pas, parce que je vois des 7 ici. Il y a un 9 peut-être, oui, bien sûr. Et donc en fonction du jet de votre dé, vous allez devoir essayer d'estimer, et aussi en fonction de ce que vous voyez, parce que vous voyez ceux de vos adversaires, les valeurs, y a qu'une, je pense que chaque totem est une valeur unique. Vous allez devoir vous estimer en disant, avec ce jet de dés, je pense que je suis à 15. Je pense. Et donc c'est la somme des 3 chiffres. Oui, la somme des 3 chiffres. Et donc vous allez prendre, il y a des cadrans que vous allez tourner, et donc vous allez positionner sur le 15 et vous aurez plus ou moins de latitude. En fait. Selon le cadran. Selon le cadran. Et donc c'est un peu un pari parce que en fait. C'est ça. Et donc plus le cadran qu'on prend est à un intervalle restreint, plus vous allez marquer des points aussi. Voilà. Donc si on veut un plus grand intervalle, on va prendre le cadran avec le plus grand intervalle, mais il rapporte moins. Et donc vous allez noter ça sur votre feuille. Donc vous avez un paravent, vous allez noter. Vous allez commencer à retirer des choses qui ne sont pas possibles, parce qu'en disant cette combinaison-là, vous savez peut-être que votre rouge, c'est pas le 1, le 2, le 3, ou c'est pas le 9, le 8, parce que vous êtes trop, ce genre de choses. Et donc, vous allez essayer d'affiner au plus et d'essayer d'avoir le plus de points et d'essayer de retrouver un maximum votre code, ce qui semble être assez compliqué, mais sans rapprocher, Et c'est un petit peu, d'ailleurs, moi j'étais très hypé, encore une fois, Colovini, moi je regarde toujours. J'ai entendu pas mal de choses, certaines contradictoires, mais bon, ça tend quand même vers le fait que, à la limite, découvrir vraiment le code à la fin, c'est pas le plus important. On peut scorer différemment, et donc on s'en fout un petit peu, donc ça le fait sortir un petit peu du but ultime qu'on aurait pu penser à la base qu'il avait. Parce que vous allez jouer, vous allez faire, je sais pas, X lancer de dés, 7, 9. Se tromper n'est pas très grave. Oui, il faut essayer de vous rapprocher au plus et d'estimer, d'affiner petit à petit. Apparemment, il n'a pas convaincu tout le monde, et en tout cas, c'est pas un jeu de déduction classique. Parce qu'on marque des points de différentes manières, et apparemment, il est légèrement fragile. Voilà. Ok. Mais je serais quand même tenté de le tester. Moi qui suis fan de jeux de déduction, j'essaierais bien quand même. Déduction plus Colovini, ça mérite un essai. 2-4 joueurs, classique, 60 minutes, 10 plus, donc c'est de l'intermédiaire. Ouais. Bon maintenant je vais te laisser parler, moi je vais aller boire un coup. Voilà, tu vas aller boire un coup et je vais parler pendant 3 quarts d'heure. Voilà, exactement, fais-toi plaisir. Ouais.
On est chez moi. On est chez moi. Oui, chez toi, hein, pas chez moi, ça c'est sûr. Zombicide. On a reçu la première extension pour Zombicide Undead. Oh, c'est la première extension, il n'y en a jamais eu. C'est la première extension d'une longue série, parce que évidemment, comme à chaque fois qu'il y a un zombicide, ça vient de Kickstarter. Qui dit Kickstarter dit boîte de base avec l'extension 1, 2, 3 jusqu'à l'extension 127 000, surtout pour Guillotine Games et Simon. Et forcément indispensable. Bien entendu. Bien entendu. Donc ici, on est dans Gear and Guns. Qui est-ce qui nous a fait ça? Je suppose Guiton. Alors Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lulien et Nicolas Raoult. Voilà, que vous connaissez... C'est le fils du docteur? Sûrement. Que vous connaissez pour les zombicides, évidemment, parce que ça reste dans la famille. Même au niveau des illustrations, ça reste dans la famille. Donc ici, dans cette boîte, on est dans un univers... comment ils appellent ça? Donc on est dans le steampunk, mais... Oui, le zombie, on est bien d'accord, mais dans un univers alternatif. C'est original. Oui, ils essayent toujours d'innover. Oh oui. Toujours. Je pense que innover, c'est le mot que je mettrai en avant dans la série Zombicide. Innovation. Du moment que la pompe à fric fonctionne, il n'y a pas de problème, les zombicides. C'est ça. Donc ici, on est dans un univers steampunk où vous allez devoir, où vos survivants vont devoir gérer la vapeur, parce qu'ils vont avoir des armes et donner des impulsions de vapeur et tout ça. Mais c'est des zombies à vapeur, c'est du steampunk. En plus, tu réfléchis. Est-ce que... beaucoup. Ah non, non. Mais attends, parce que... parce qu'il y a réellement des zombies à vapeur. Écoute, là, franchement... Ah, tu veux l'innovation? Là, franchement... Ça, moi, j'ai jamais vu dans les films. Si jamais ils ont entendu ça, prochain Kickstarter, hein, la saison 2 d'une Dead or Alive. Bah, tu le diras. Donc, non, parce que Zombicide est très très créatif dans toutes les franchises. Donc, il y a eu, il y a celui-ci, il y a celui que je vais vous parler après. Il y avait une espèce de Zombicide marcheur blanc qui avait quand même... on avait vraiment l'impression qu'ils avaient été voir du côté de Game of Thrones. Ils y vont. Et voilà, ça ne s'arrêtera donc jamais. Donc, ils n'étaient pas obligés d'y aller. Hein. La première grosse extension. Extrêmement bourrin, celui-là. Rien à faire, le contemporain, pour moi, reste le meilleur de tout, parce qu'on est quand même nettement plus zen, on a quand même le temps de se poser un peu, tandis qu'ici, vous êtes largué dans une pièce, boum, 3 abominations, on y va, vous êtes stuffé avec une poêle qui tue à peu près tout, enfin bref, voilà. Donc, très très bourrin, très très dynamique, des scénarios plus courts. Du gros n'importe quoi. Deuxième extension de Zombicide Undead or Alive, Running Wild. Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça? La même chose, hein, évidemment. C'est la même bande, en effet. Et donc, qu'est-ce que vous avez dans celui-ci? Ce coup-ci, vous n'êtes pas sur des chevaux à vapeur, vous êtes sur des chevaux. Donc, vos survivants vont pouvoir avoir des tirs à partir de vos chevaux. Donc, vous êtes sur des chevaux, vous allez tirer, et ainsi de suite. Vous allez avoir la même chose, parce que vous allez pouvoir descendre de votre cheval. Il va falloir faire attention, parce que votre cheval... Ouais, votre cheval peut se faire bouffer. Donc, si vous le laissez sans... Voilà, ça me fait un peu penser aux chiens compagnons, sauf qu'ici, dans le Far West, il y a un zombicide avec des chiens compagnons. Ouais, le contemporain. C'est une des meilleures extensions qui existent. Les chiens zombies, tu vois, on était presque à la vapeur. Les chiens zombies et les chiens... des chiens zombies à vapeur. Voilà, ça va être des chevaux à vapeur. Donc, dans le contemporain, les chiens, tout ce qui est chien, c'est vraiment exceptionnel. Les chiens compagnons, les chiens zombies, c'est un petit bijou, franchement, voilà. Très bien, je te fais confiance. Alors, je n'irai pas vérifier. Si vous n'avez pas compris, c'est un gimmick entre nous. Hein. Non, c'est ça. Un jour, tu seras maintenant une table de zombicide. Cédric est grand fan de zombicide et moi, oui. Je pense que je vomis tout ce qui est zombicide. J'annonce, c'est le meilleur jeu du monde. Et j'annonce. Moi, je vais y aller. Alors, on quitte Zombicide. Et on revient... Oui, on quitte vraiment. Et on revient dans... Qu'est-ce que je vois dans le coin en bas à droite? On revient dans Marvel Zombie. Je vois quoi en bas à droite? Un jeu Zombicide. On est d'accord. Voilà. Ah, par contre, ils ont changé d'auteur. Oui. Tiens. Alors, c'est Fabio Curie. Oui. Et Michael Chinol. Inconnu bataillon. À part qu'apparemment, ils ont fait Bloodborne et Rum and Bones. Ouais. Mais comme je ne joue pas à ce genre de jeu, ouais. je ne peux pas. Et donc, bien entendu, il est marqué un concept original de Guiton, Lulien et Raoult, évidemment les auteurs de Zombicide. Illustration, Marco Cecchetto. Ok. Qui d'autre? Alors, là, par contre, on s'éloigne vraiment de ce que moi j'aime. Déjà, Marvel, je suis relativement insensible à cet univers. Par contre, le gameplay est nettement différent.
visiblement, vous jouez des héros qui sont déjà contaminés, et vous allez essayer de contaminer encore plus, voire d'essayer d'empêcher les autres de sortir. Donc là, le gameplay est totalement inversé. Mais ça reste un zombicide quand même. Ça reste un zombicide. Je veux dire, les règles de... Visiblement, oui. Ça reste de l'autre, mais quand même, ça reste un... Ah oui, c'est un jeu zombicide, c'est clairement assumé, donc il n'y a pas de problème. Donc là, vous allez jouer avec Spider-Man, avec tous les héros Marvel, que je vais avoir du mal à vous citer tellement je suis insensible à ça. Voilà. Donc celui-là... Marvel, on en mange dans tout, hein, j'ai l'impression maintenant. De quoi? Marvel, je pense qu'on en trouve. Est-ce que ce n'est pas une licence Disney? Je ne sais pas. Moi, j'attends le spotter Marvel. Tant qu'à dire une énorme bêtise, on les voit, ils sont déclinés dans tous les côtés, quoi. Par contre, en essayant de me renseigner un petit peu, oui, je me suis un petit peu renseigné. Petite faiblesse à certains moments. Ah J'ai vu qu'il y avait déjà eu un jeu Marvel Zombie, 2 points, je ne sais plus quoi. Et apparemment qui était antérieur à celui-là. Ah. Voilà, donc je n'ai pas compris le concept. Est-ce que c'était un zombicide? Alors là, c'était peut-être une extension, quelque chose, et maintenant qu'ils ont fait un stand-alone, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a déjà eu un truc qui s'appelait Marvel Zombie, et j'ai oublié ce qui était après les 2 points derrière. Ok. Mais il y a déjà eu un truc. Mais c'est un peu bizarre, moi je pensais que c'était dans l'autre sens. Quand j'ai regardé d'abord, je me suis dit, ah ben tiens, il y a déjà une extension à ce truc-là. Ce qui n'aurait pas été. Non. Oui, non, ça va arriver. Hein. Ça. Parce que l'extension, évidemment, est en apparemment, c'est dans l'autre sens. Mais l'extension est en précommande, évidemment. Voilà, donc, évidemment. Évidemment. Je m'en doute un petit peu. Mais là, apparemment, c'est dans l'autre sens. Donc il y a d'abord eu ce Marvel Zombie 2 points, je ne sais plus quoi, qui est sorti il y a 6 mois, 1 an. Avant celui-là. Est-ce que c'est un zombicide? Je t'invite à te renseigner parce que c'est... Ok, je vais vérifier. En tant que grand maître de zombicide. Donc celui-là, bien entendu, c'était sur Kickstarter, évidemment. Et donc, dans la démesure, vous aviez une figurine d'à peu près 60 cm. Ok, mais une figurine de 60 cm qui joue. La taille compte. Oui, alors là, je me dis qu'on y est, franchement. Ok. Et donc le contemporain, je pense, a de beaux jours devant lui, pour mes yeux. Ça c'est. Allez, là aussi, tu vas pouvoir te taire, je pense un petit peu aussi. Là, à la limite, je suis plus raccord encore avec ça quand même. Hein. On a Seigneur des Anneaux, le chasse-rêve. Le chasse-rêve, qui est une extension de héros. Donc ça n'a pas été rethématisé, mais ça a été, comment on pourrait dire, redesigné, reconditionné. Donc il fallait savoir qu'avant, vous aviez le jeu de base, vous aviez une grosse extension et 6 petits satellites qui allaient autour. Ici, ils ont tout recondensé en 2 boîtes. Vous avez une boîte de campagne qui va arriver, je suppose, dans 15 jours, 3 semaines, quelque chose comme ça, et une boîte de héros qui va amener la diversité avec vos personnages pour ce jeu de cartes évolutif, coopératif, qui est le Seigneur des Anneaux, le chasse-rêve. Tout à fait. Dans la même veine, mais exactement la même veine, mais dans un autre univers, vous avez Horreur à Arkham. Fortune et folie et Cercle brisé. Ouais, Cercle brisé, qui est la refonte de la 4e série d'Horreur à Arkham. Donc ici, on est sur l'univers 4. D'accord. Tandis que Fortune et Folie, qui est un scénario indépendant que vous pouvez joindre aussi à vos campagnes, qui vient, je pense, avec une règle un peu particulière sur la 3e campagne, Civilisation oubliée, peut-être. Voilà, peut-être. Je te crois sur parole. Voilà, donc Horreur à Arkham. Fortune et Folie n'est pas spécialement nouveau, mais j'attendais justement de le faire venir pour qu'il vienne avec, qu'il y ait un peu de matos. Mais voilà. Ça fait sens. Ça fait sens. Une extension standalone pour Unmatched. Ouais, Houdini versus Génie. Et voilà, vous allez jouer donc avec Houdini et avec le Génie. Donc, qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, qui nous a fait ça? Il s'agit de Noah Cohen et Rob Daviau. Ouais, Rob Daviau, qui est monsieur... Bien connu, hein, monsieur Pandémique. Monsieur Pandémie Legacy. Ouais, souvent, en général, quand il y a des Legacy... ouais. Donc, d'autres de Pandémique qui s'appelle. Ouais, énorme expert en la matière. Donc, tandis qu'ici, vous êtes sur une boîte pour jouer à 2, donc vous pouvez la jouer, donc c'est un standalone. Vous pouvez bien entendu le coupler avec n'importe quel héros de Unmatched précédemment. Donc ici, c'est du 2 joueurs pour des parties de 20 minutes. Donc c'est un jeu extrêmement asymétrique d'affrontement. Hein. Donc vous allez, le but est de tuer l'autre. Et donc avec l'asymétrie, chaque personnage est totalement asymétrique dans sa façon de combattre, dans sa façon de se déplacer, tout ça. Donc, vous avez Houdini et le Génie. C'est Restoration Game, hein, je pense qu'il faut ça là-bas. Alors là, oui, Restoration Game, c'est marqué, donc Yellow a mis l'autre logo dessus. Ils sont spécialisés dans la réédition de vieux jeux un peu oubliés. Et d'ailleurs, actuellement, et à mon avis, il y aura une version française. Il y a... comment ça s'appelle encore? Le jeu de voiture. Il était chez MB à l'époque.
en français. Ici, ça s'appelle Vendetta. Oui, je l'ai vu, il est arrivé en VO. Oui, il cartonne. Hein. Oui. Cartonne, je peux te dire, ça, tu peux le prendre même en VO, à mon avis, si tu peux en avoir quelques boîtes, surtout les Kickstarter, la boîte Maximum Chrome, là, 200 balles, un truc comme ça. Mais apparemment, c'est une super édition et ça cartonne partout. Ouais, j'ai vu pas mal de commentaires sur Facebook en disant VF prévu. Voilà. C'est du lance CD dans tous les sens, c'est vraiment du pur Ameritrash, mais ça a l'air sympa. Et c'est vrai qu'ils ont... Allez, les derniers trucs auxquels ils sont attaqués, notamment Return to Dark Tower, etc. Ouais. Tous ces vieux jeux, ils ont fait du bon boulot. Return to Dark Tower, ils ont un petit côté nostalgique. Énorme succès sur Kickstarter. Ouais. Vraiment. Bref. On a Get On Board, c'est le deuxième opus, donc c'est Paris et Rome. Donc qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Sachi. Qui nous a fait quoi? Enfin, Sachi et Sachi, c'est l'éditeur. Il nous a fait plein de choses, Coffee Roaster, notamment en solo, mais il a fait photographeur, c'est ça? Photographe, c'était photographe, en français, je confonds les noms français. Ouais, c'était photographe, je pense. En attendant l'ascenseur, là. Je sais pas s'il y a une version française. Ça me dit pas grand-chose. Le jeu avec les musiciens, enfin, c'est toujours des jeux un petit peu conceptuels, jeux japonais, quoi. Avec un côté un peu original. Ici, c'est un peu plus classique, par contre, hein, la série Get On Board. Ouais. Et donc ici, c'est Monsieur Z au niveau des pinceaux. Qui d'autre? Voilà, qui d'autre? On est sur un Flip and Wide. Flip and Wide, donc vous allez retourner une carte et vous allez faire des actions en fonction d'eux. Comparé au premier opus que je n'ai pas joué, mais que j'avais regardé jouer, mais qui n'était pas jouable en solo, celui-ci l'est en solo. 1 à 5 joueurs. C'est l'avantage de celui-ci qui est un standalone, hein, c'est pas une extension. Oui, c'est pas une extension, c'est un standalone, bien sûr. Ouais. Donc vous allez... Je pense qu'il y a deux maps aussi, hein. Une map pour... Oui, Paris et Rome. Hein, donc... Oui, mais il y a un côté pour plus de joueurs et l'autre pour moins de joueurs, je pense. Ah, c'est peut-être bien possible. Je pense que ça varie, le headcount varie en fonction du plateau. C'est bien possible. Donc vous allez devoir créer votre réseau de métro. Donc aller chercher des amoureux, aller chercher des étudiants pour les amener, enfin les amoureux les amener au resto, les étudiants les amener au cinéma, je pense, quelque chose comme ça, un truc comme ça. Donc vous allez... Les célibataires, non? Le cinéma, non? Je sais plus. C'est loin. Et donc il va falloir créer votre réseau et essayer de aussi voir... le partager, l'optimisation. Et ouais, il faut surtout pas revenir sur vos pas parce que sinon vous êtes éliminé de la fin. C'est un jeu avec élimination. Ouais. Donc c'est... Voilà. Et là, tu vas reprendre la parole parce qu'on a réussi à ramener des boîtes. Tu l'as pas joué, toi? Non, j'ai pas joué. Elles ont fait quelques kilomètres, les boîtes. Hein. Ah ouais, ça vient du Japon. Oui. Surtout qu'elles ont fait un petit détour ici, même en Belgique. Si j'ai bien compris. Elles ont eu du mal d'arriver. Oui, c'est ça. Elles sont là. Elles sont là. C'est la version Kickstarter. C'est la version Kickstarter de King Trick Takers. Ouais. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Alors, c'est Hiroken. Ok. Comme vous l'avez compris, c'est un jeu japonais. Oui. Illustré par Nina. Ok. Donc, c'est un jeu de pli. Et là, je vais te laisser la parole parce que je m'étais dit, je vais me renseigner. Non. Non. C'est certainement un des jeux que tu affectionnes le plus pour l'instant. Oh, c'est un chouette jeu de pli. C'est un jeu de pli un peu différent. C'est un jeu de pli avec, où il y a un draft de personnages qui vont amener certains pouvoirs pendant la partie. Donc qui crée une certaine asymétrie évidemment entre les joueurs. Alors c'est un jeu de pli assez classique, c'est un must follow, donc il faut absolument suivre l'atout, enfin le couleur choisie. Oui, j'ai les termes en anglais donc j'ai toujours du mal avec le français. Donc il faut suivre la carte qui a été jouée. Par contre on peut jouer donc les cartes qu'on a prises. Donc on a une famille, le roi, la reine et le valet. Et on a des cartes personnages qu'on a draftées qui permettent de faire certaines choses assez uniques dans la partie. C'est un jeu où c'est un jeu aussi où il y a des bêtes, donc des paris. C'est un jeu, comment on appelle ça en français? Oui, c'est ça, des paris. Hein. Des enchères. Oui. Donc certains personnages, donc en fait la particularité, c'est que certains de ces personnages, on peut les garder pour leur pouvoir, ces personnages qu'on a draftés, ou on peut retourner la carte de manière à récupérer des points en fonction d'une certaine condition. Voilà, ça fonctionne super bien. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, je dirais, 20 à 30 minutes d'explication, ce qui n'est pas courant pour un jeu, puisqu'il faut expliquer tous les personnages et leurs pouvoirs, puisqu'on va les drafter au début. Et donc il y a une courbe d'apprentissage aussi qui est assez importante, mais le jeu est très sympa. Donc, en fait, la première explication est presque aussi longue que la première partie. Bon, après, évidemment, ça roule. Le matos est débilement qualitatif. Hein.
déjà là-bas, c'était hyper qualitatif. Vous avez dans les rois, vous avez des cartes qui sont, je ne sais pas quelle épaisseur elles ont, embossed, vernis sélectif. Elles ont un bon millimètre, je pense. Ça. Et donc, comme si ce n'était pas suffisant avec le Kickstarter, et je pense que tu les as pris aussi, il y a des cartes encore plus épaisses. Ah oui, oui, non, c'est des cartes encore plus épaisses ici qui ont un bon millimètre, hein, bien sûr. Donc, par exemple, les rois, on les a donc en 3 exemplaires. C'est ça. Vous pouvez choisir la version normale, qui est déjà, ça. déjà pas triste, la version épaisse ou la version débilement épaisse. Voilà, moi j'ai tout slivé. On m'a traité de fou, mais même les plus épais, je les ai slivés. J'allais y arriver. Voilà. Et donc, c'est de la VO, bien entendu. Alors, il y a relativement peu de texte, hein. Il y a la règle évidemment. Donc c'est de la VO, mais en anglais, évidemment. C'est un jeu japonais. Je pense qu'il y a la règle japonaise dedans, mais vous avez la règle anglaise dedans. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est assez cher, évidemment, hein, parce que on l'a fait venir du Japon. Hein, en même temps, c'est le jeu qui, même si s'il ne plaît pas et qu'on veut le revendre, on le revendra plus cher qu'on l'achète. Oui, parce que comme tu me l'as montré, il n'y en a pas sur BGG. Il y a que ceux qui ont pris le Kickstarter, et je ne pense pas qu'il leur restera après. Et comme souvent avec les jeux japonais, quand il n'y a plus, il n'y a plus. Ceux qui font un reprint, évidemment. J'ai oublié de préciser que c'est dans l'univers de Trick Takers, puisqu'il y a déjà eu un autre jeu qui s'appelait Trick Takers. Qui est un jeu qui a introduit ce pouvoir, ce système de cartes à pouvoir spéciaux, qui est relativement différent. Celui-ci a l'avantage de jouer, et je pense qu'il joue même mieux, j'ai joué à 5, je pense qu'il jouerait même mieux à moins, ce qui est contraire un petit peu de Trick Taker, je pense, l'original qui lui demande plus de joueurs. Ici on peut très bien jouer, je pense qu'à 3 il doit super bien fonctionner, parce qu'évidemment quand on est 5, les paris qu'on fait sur le nombre de plis qu'on va gagner, c'est plus compliqué, on sait qu'on n'en fera pas 5. Donc forcément c'est un peu plus facile à ce niveau-là de bien choisir le nombre de paris. Donc voilà, Trick Takers qui sera aussi disponible, normalement il y a un reprint qui est en cours je pense, parce que ça aussi c'est introuvable, ça vaut des fortunes, mais je pense que le reprint est à mon avis tu essaieras aussi de l'avoir. Hein. Mais oui, parce que... Avec son extension, c'est 2 extensions. Ici, j'en ai pas fait venir des tonnes, j'en ai fait venir quelques boîtes. Il t'en reste ? Là, il m'en reste déjà très très peu. Donc je vais certainement en faire revenir encore, ouvrir les commandes à l'international cette fois-ci. Donc pour le moment, j'ai pas encore ouvert les commandes à l'international. Généralement, ce que je fais, dès que j'ai un jeu en VO, il n'est pas rare que j'expédie au Canada, au Taïwan, aux États-Unis. Particulièrement parce que et celui-là, moi, j'ai pas vu d'autres magasins en Belgique qui l'avaient en stock. Donc celui-là, je vais d'abord m'occuper de mes clients tranquillement, hein, mes clients fidèles et tout, commander. Quand c'est parti, je recommanderai au Japon. C'est toujours un plaisir de travailler avec les Japonais parce que, bon, sauf ce qui s'est passé avec Ostia, mais malgré tout, ils sont restés corrects du tout au bout. Tandis qu'ici, ça a été comme sur des roulettes. Vraiment, c'est nickel. Donc, je recommanderai. Je demanderai s'il accorde des versions de Trick Takers. À ce moment-là, étant donné qu'il y a un reprint, j'ai quand même des doutes sur le fait que... Oui, je me demande si c'est pas une société américaine qui fait le reprint. Je ne sais pas si c'est... Il faut voir. Okay. Je poserai la question. Ils seront certainement au courant de... Je poserai la question. Normalement, il doit l'être. Oui, j'imagine. C'était les nouveautés de la semaine. Il y a plein de trucs qui arrivent demain, donc vendredi pour vous, donc ça va arriver à la boutique. Donc par exemple, Next Station Tokyo va arriver, on en parlera la semaine prochaine parce que c'est pas sur la table au moment où on tourne, mais ça arrive dans les trackings que j'ai. Il y a plein de choses qui arrivent, donc voilà, on vous en parle la semaine prochaine. Retour en stock. T'en étais Pagan aussi. Ouais, Pagan, mon grossiste en a encore retrouvé, donc j'ai de nouveau des Pagan demain. Donc aujourd'hui pour vous. C'est bien compliqué, il faut arrêter ça. Voilà, faut arrêter. D'ailleurs, il y a le dernier Kickstarter aussi qui est bientôt en livraison, je pense, pour ceux qui ont pledgé. Parce que moi j'ai la VO, j'ai pas la VF. Ok. Je suppose que ce sera disponible aussi certainement, donc il y aura certainement notamment les petites ressources qui remplacent la roue d'ébilement trop petite. On parle de quel jeu là? De Pagan. De Pagan, hein, oui. Pagan, okay. Tu vois, il y a une petite roue notamment pour les ressources. Hein. Dans le dernier Kickstarter qu'ils ont fait, j'ai pas regardé. Tu avais l'option d'acheter des ressources, c'est des influences, je pense, je me rappelle plus il y a longtemps que j'ai joué. C'est des influences, je pense. Et ça fait cette petite roue, tu vois pas ce que l'autre a comme influence, tu vois rien, c'est tout petit, même si c'est une personne en face de toi, tu ne sais absolument pas lire. Et donc ils ont été conscients de ça, ils ont remplacé ça. Il y a d'autres choses dans le Kickstarter, mais moi c'est particulièrement ce qui m'intéressait. Okay. Donc j'ai pris ça, donc ça va certainement arriver aussi chez Lucky Duck. Super Meeple. Ouais. Mais ici, apparemment, c'est suite à un inventaire qu'il a retrouvé du stock ou un truc comme ça. C'est encore autre chose. Donc je ne sais pas si c'est la deuxième vague qui arrive, non, à mon avis, c'est pas la VF, elle n'est pas encore disponible pour ça. Je sais qu'il y a d'ailleurs je pense que c'était un simple reprint, mais il y avait une ou deux petites choses en plus, rien de révolutionnaire du tout.
pas de gameplay nécessairement en plus, je pense. Sauf peut-être une mini-extension, un petit pack, là, comme les mini-cartes. Je pense qu'il y avait ça dedans, donc à mon avis, ça arrivera aussi. Ça, ce serait pas mal que ça revienne, parce que c'est fort demandé, ces 2 mini-extensions. C'est peut-être ça, ils attendent peut-être Je pense qu'il y en a un troisième, comme je dis, dans le Kickstarter, peut-être qu'ils vont faire un reprint des 2 en amenant le troisième. Des choses qui ont été retrouvées aussi, donc voilà, Asmodée m'a téléphoné, on m'a dit on a retrouvé du Pokémon, est-ce que t'en veux? Donc bien entendu, oui, Pokémon. Pourquoi Pokémon? Parce que ce samedi, ici, au matin, la Ligue Pokémon, chez Luddy Corner, au matin, donc avec le professeur Pokémon qui va s'occuper des initiations. Pokémon. Professeur Pokémon, tu le fais à chaque fois. Oui, mais quand même. Professeur Pokémon. Attends, excuse-moi, mais... Et donc qui va s'occuper des nouveaux, donc, et l'après-midi aussi, Warhammer Léviathan, 40K, donc on va vous faire découvrir ce qui change donc de la V10 et tout ça, donc avec animateur, donc grosse journée samedi au magasin. Au matin, Pokémon... entre les 2 univers, ça pourrait être marrant. De quoi? Un crossover. Lance-toi. C'est compatible, non? 2 énormes licences. Ça fonctionnerait bien, c'est tout à fait compatible. Je veux bien Pokémon au milieu des jeux de qui. Prends d'abord un bon avocat, parce que si tu te lances là-dedans... Je veux bien Pikachu au milieu des trucs là. Ça pourrait être marrant. Un peu de créativité, enfin. Donc, qu'est-ce qu'on a récupéré? Donc, Asmodée m'a téléphoné, on a retrouvé du stock, on a retrouvé de la série 12.5, donc la série Zénith Suprême. Donc, on a refait venir des coffrets. Régie et l'équipe, oui, c'était la série qui ne devait pas avoir lieu parce que c'était terminé, mais qu'ils en ont refait une, donc Régie et Régie Drago. Deux coffrets faits. On a les mini-teens aussi, et on a les teen box aussi, qui viennent avec. C'est pas tout. On a retrouvé des coffrets Célébration, 25 ans. Donc, on a ici le coffret, hop, Lansorien Prime. Tout à fait. 25 ans. C'est pas tout. On a retrouvé la série 4.5. Donc, la série 4.5, c'est Destinée Radieuse. Et donc, on a un coffret Pinbox Poltergeist. Voilà, c'était un beau retour au niveau des Pokémon. Oui, on peut dire ça. Je vais pouvoir pousser mon coup de gueule. Tu l'as pas oublié. Voilà, non. Tu l'as pas oublié. Vas-y, fais-toi plaisir. On a sur la route la Nesting Box. Qu'est-ce que la Nesting Box? C'est les boîtes, la Big Box de Wingspan. Ça arrive via Stone Meyer Games, donc nous, on s'est fourni en Angleterre. Pas le choix. Pas le choix. On s'est fourni en Angleterre. Donc pourquoi ce sera plus cher qu'en France? Eh bien parce que ça vient d'Angleterre, parce que les frais de port sont exorbitants, la douane, ça va encore, mais bon, ok, et parce que il y a eu une action pour cette Nesting Box, mais uniquement en France. Voilà, ça n'a pas passé la frontière parce qu'on est trop loin. Et donc on a dû faire venir d'Angleterre les Nesting Box, et donc bien entendu elles seront plus chères. Il y en a en boutique en France? C'était pas juste une préco en direct? Alors, justement, donc il y avait moyen de le commander sur le site de Matago, Matago & Friends, et Matago a donné la possibilité, je pense que c'est suite, je n'en sais rien, c'est une extrapolation, je pense que c'est suite à un énorme coup de gueule de Simon du Passe-Temps, en disant c'est pas normal qu'on n'en ait pas machin. Et je pense que là, Matago... Au départ, ils n'étaient pas censés en avoir. Au départ, ils n'étaient que sur Matago & Friends. Ça a été ouvert aux boutiques françaises, tant mieux pour eux, vraiment, et donc c'est ce que fait... Il y avait suffisamment de boîtes? Je ne sais pas. Et donc c'est un peu comme fait Super Meeple, c'est-à-dire que vous pouvez acheter le jeu à la moitié du prix sur le site de Super Meeple et vous payerez l'autre moitié à la boutique que vous faites un bon entrée. C'est bien pour eux, c'est cool. Maintenant, on n'inclut jamais la Belgique là-dedans et ça commence vraiment à me gonfler ce genre de choses. Donc c'est pour ça que j'ai fait venir des Nesting Box. Elles seront plus chères que les boutiques françaises. Et donc, si vous venez en magasin et que vous allez me faire la même chose que vous m'avez fait avec Frosthaven en disant « Ouh, tu voles, hein ?» Non. Non, je ne vole pas. À partir du moment, pour faire avec Frosthaven, à partir du moment où vous l'avez à 150 € sur Kickstarter avant le Covid, et que dans une boutique, vous le retrouvez à 300 €, alors, de deux choses une, ou bien le ludicaire est un voleur, ou bien demandez-lui combien il l'a acheté. Et dans ce cas-ci, c'est demandez-lui combien il l'a acheté. Parce que Frosthaven, je l'ai eu bien plus cher que vos 150 €. Clairement. Et c'est la même chose pour la Nesting Box qui sera plus cher par ici. Donc, la Nesting Box, c'est quoi? C'est une boîte vide, avec des rangements pour Wingspan. Au début, dans le premier tirage, vous aviez Asie qui était dedans, qui était prévu dedans, en anglais, évidemment. Ah oui, c'est vrai. Ici, il n'est même pas dedans.
Donc vous allez avoir que la boîte vide et les 13 qui vont... Ça aurait été en anglais, ça, à mon avis, ça n'aurait pas vraiment voilà. intéressé. Et donc, qu'est-ce que m'a dit le grossiste anglais? Justement parce que les frais de port sont exorbitants, c'est que les boîtes sont fragiles. D'envoyer des boîtes vides, c'est toujours un peu plus fragile. Et donc, ils ont préféré palettiser l'envoi. Ça fait sens. Et donc, je comprends. Je comprends. Donc, les boîtes sont déjà chères, plus la palettisation, plus la douane. Donc, voilà pourquoi on sera plus cher que la France. Je vous expliquerai ça. Et en VO. Et en VO, mais la France aussi, VO, pas de VF. Ah, ok. Ah, oui, c'est Matago et Friends. Okay. Oui, Matago et Friends. Matago et Friends, mais c'est vendu estampillé Stone Meyer Games. Ouais, mais avec Asia dedans. Ah, pas certain. Pas certain. Pas certain. Il y avait les deux. Je pense vraiment qu'ils ont retiré Asia. Okay. Et je serais curieux de savoir si elle est encore dispo chez eux. Ah, ça, je ne sais pas. Je n'ai pas été vérifié. J'en ai aucune idée. Donc, nous, elles arrivent. Donc, à mon avis, je pense qu'elles sont lundi au dépôt. J'ai pris le tracking de DHL. Lundi, c'est au dépôt. Donc, je vous expliquerai volontiers ça, mais ne me traitez pas de voleur, s'il vous plaît, parce que, voilà, non. Je peux vous dire que même pour essayer de la vendre à un prix décent, j'ai raboté les marches comme il faut. Parce que je sais bien que... Moi, je te connais pas. Voilà. C'est juste pour ça. Ouais, je suis pas pour le profit à tout prix. C'est pas ton genre. Pas du tout. Parce que sinon, celle-là, je peux peut-être même essayer de la vendre le double du prix. Je pense que je vendrai mon stock. Ouais. Sur BGG, tu le vendrais plus cher. Et malgré tout, je reste dans des prix correct. Tu fais ta petite marge, même si même que tu fais sur un autre, ce qui est tout à fait logique. Même si c'est cher, ça reste cher, mais j'essaye quand même de... à un certain moment, tu as des charges aussi, il faut vivre. Hein. Voilà, j'essaie de garder mon niveau. Donc, pourquoi ce coup de gueule? Mais j'aimerais quand même bien que de temps en temps, on tienne compte de la Belgique. Je sais bien qu'il y a plein de choses qui ne sont pas normales. J'expédie énormément en France, donc je sais, et c'est incompréhensible. C'est totalement incompréhensible que si moi je veux envoyer à Valenciennes, je paye un prix de dingue, alors que celui qui est à Lille et qui expédie à Marseille paye moins cher. Donc, il y a des choses de pas normales, il y a des choses qui ne sont pas inhérentes à toutes ces maisons d'édition. Tu parles d'un transporteur en particulier? Peu importe, moi... Dès que tu passes une frontière, il y a... La plupart des transporteurs, c'est comme ça, c'est plus cher. Hein. Dès que tu passes la frontière, c'est pas une question de distance. Ah oui, mais je suis d'accord, mais à partir du moment où, par exemple, un mondial relais, ça coûte 3 € pour aller jusqu'à la frontière, et qu'à partir du moment où tu passes la frontière, c'est 7,90, maintenant peut-être que mondial relais change de transporteur ou ce genre de choses, comme fait Chronopost avec DPD. Non, je pense pas. Mais si tu es à Lille et que tu veux expédier à Marseille, ça te coûte 2,50 €, un truc comme ça. Ouais. Donc il y a quelque chose quand même, des fois, qui est malgré tout incompréhensible. C'est le concept de mondial relais comme ça. Mais ça peut être n'importe qui. Oui, ça peut être n'importe qui. Dès que tu passes une frontière, c'est beaucoup plus cher. J'ai des transporteurs, ça me coûte plus cher d'expédier en France que d'expédier en Espagne ou en Italie. Ça, c'est étonnant, ça. Mais et peut-être que c'est... En général, l'Espagne-Italie, c'est pourtant les plus chers. Pourtant, je peux t'assurer que... Ouais, vraiment, c'est dingue. Si j'expédie au Luxembourg, là aussi, on passe une frontière, une pseudo-frontière, c'est nettement moins cher que si j'expédie en France. Ça m'étonne moins. Mais avec l'Espagne et surtout l'Italie, pour déjà avoir envoyé des trucs de casse en Italie, en général, ça douille. Ah ben, je peux t'assurer que voilà, il y a des choses comme ça. On va pas refaire le monde. Non, bien sûr. Juste que on est tellement frontalier et on a des business qui ont énormément d'accointances. Parce que quand Philibert a des choses 2 semaines avant nous, il s'occupe de nos clients, hein, clairement. Et ça, c'est pas normal. C'est vrai que j'ai l'impression qu'entre la Hollande et le nord de la Belgique, il y a plus de... Comment je dis, d'harmonie. Il y a plus d'harmonie. Oui. Il y a clairement plus d'harmonie. Ouais, et il y a des choses. Ça arrive quasi en même temps. Il y a des choses qui sont pas logiques. Donc, et malgré tout, en Belgique, 9 fois sur 10, c'est la France d'abord. Et 1 fois sur 10, c'est la Belgique d'abord. Et même actuellement, par exemple, c'est pas normal. Les Azul Mini sont en distribution en Belgique, mais ne sont pas en distribution en France. Et c'est pas normal. Donc j'en vends plein en France. C'est l'exception qui confirme la règle. Mais c'est une exception. Mais c'est pas normal. C'est pour tous les autres fois. C'est pas normal. Et donc je vais pas m'en plaindre de ce genre de choses, mais je trouve pas ça normal. Non. À partir du moment où on est vraiment dans la même langue et que nos pays ont une telle facilité à l'expédition, je trouve ça légèrement déloyal, quoi. Donc, je ne suis pas au courant de tout de ce qui se passe dans les accords, de machin et bazar. Je dis que dans un monde de bisounours, ce serait pas mal que les boutiques belges puissent aussi avoir ce genre de promotion. Et même pour je veux dire, pour le côté équitable du commerce,
C'est ça, j'aime pas les injustices et je trouve que c'est une profonde injustice. De même que à chaque fois que j'expédie un Azul Mini en France maintenant, je trouve pas ça normal. En fait, c'est beaucoup plus choquant que par exemple un Matago qui, pour moi, en tout cas, qui limite la nesting box à la France. C'est leur décision, ça vient de l'étranger, c'est un service qu'ils font, ils n'ont pas fait une VF. Par contre, un jeu, je me rappelle les Tribus du Vent, notamment, qui n'arrive pas en Belgique, ça c'est incompréhensible. Et à ce moment-là, c'est les boutiques françaises qui vendent toute la Belgique francophone, parce qu'il ne faut pas oublier que la Belgique, en plus nous on parle de la Belgique francophone, on ne parle pas de néerlandophone. C'est quand même pas énorme. Donc quand ça va dans ce sens-là, que la Belgique ne peut jamais fournir toute la France, par contre la France peut facilement fournir toute la Belgique francophone. On est bien d'accord. On est clairement bien d'accord. J'ai eu une discussion très très constructive avec le boss de BlackRock. C'était BlackRock, je pense, oui. Et donc je lui expliquais justement ce genre de choses que je ne trouvais pas ça normal. Et donc on accorde la même chose avec MindUp pour l'instant. MindUp, pour le moment, il n'y a aucun grossiste belge qui l'a. Aucun. Et donc vous pouvez regarder toutes les boutiques belges. Toutes les boutiques belges l'ont. Pourquoi? Parce que la solidarité avec les boutiques françaises, parce qu'on demande aux boutiques françaises de nous en envoyer. Et donc solidarité, et vraiment merci pour ça. Et donc là maintenant, MindUp est en Belgique parce qu'on a ces réseaux qui fonctionnent. Il n'est toujours pas officiellement en Belgique? Non. Ça fait 2-3 semaines. Ah oui, et donc pourquoi j'avais discuté avec lui, et donc comment ça se passe? Visiblement, les boutiques françaises ont une préséance pour savoir quel jeu ils vont savoir prendre dans quel mois, et quand le jeu est disponible, seulement à ce moment-là, la maison d'édition envoie aux grossistes belges, Asmodée, Géronimo, Intrafin, vous passez après tout le monde, quoi. Voilà, en disant, est-ce que vous en voulez, voilà le jeu. Voilà ce qui reste, surtout. Mais ça va, c'est terminé. Tout ce qui est vente par correspondance a déjà fait le marché en Belgique. Alors, ne dites pas que les grossistes belges sont frileux, mais le marché est déjà mort. Donc, voilà. Ouais. Maintenant, il y a certainement des bonnes raisons à ça. On en a discuté, c'était très très constructif. Et franchement, j'ai apprécié vraiment beaucoup cette discussion que j'ai eue avec lui. Mais malgré tout, je trouve qu'il y a des choses que c'est compliqué. Je ne suis pas dans le business de ce côté-là. J'ai déjà beaucoup travaillé dans le monde du jeu de société et aussi dans les expéditions et tout ça. Donc j'ai un gros bagage là-dedans. Je n'ai jamais été du côté des maisons d'édition, donc je ne peux pas connaître toutes les accointances. Mais, et toutes les pierres d'achoppement qui pourraient se faire. J'ai l'impression que c'est particulièrement vrai entre la France et la Belgique. Comme je te dis, pour ceux qui ne connaissent pas un peu la Belgique, elle est divisée en deux. Et la partie du nord du pays est néerlandophone. Et donc c'est le même principe, mais eux avec les Pays-Bas. Oui. Et j'ai pas l'impression, pour acheter, j'achète aussi pas mal, puisque c'est des marchés différents aussi, parce que les néerlandophones, ils ont aussi leur localisation, mais beaucoup moins que tout ce qui est francophone. Ils ont beaucoup plus l'habitude de jouer avec des jeux en version originale en anglais. Version originale. Donc c'est un petit peu différent. Donc moi je me fournis, ces boutiques, contrairement aux boutiques francophones du sud de la Belgique, ces boutiques ont beaucoup de jeux en VO, ce que font beaucoup moins les boutiques, c'est peut-être une exception parce que tu en as quand même pas mal, ce que font beaucoup moins les boutiques dans le sud du pays. Mais malgré tout, malgré ça, j'ai l'impression que quand même, ce qui est quand même localisé par White Goblin ou ce genre de choses, arrive quand même en même temps, d'après ce que je vois, entre les boutiques hollandaises et les boutiques du nord du pays, ce qui semble je pense que ça doit être faisable quand même. J'ai pas le nez dessus, mais je pense effectivement que quand on a un jeu qui arrive chez Crowdfunder, vous avez des Spelloys, des Spelunks, tout le monde les ont plus ou moins en même temps. Ouais. Donc je suppose que c'est Asmodée Pays-Bas ou Asmodée Nordique qui s'occupe de ça. C'est pas géré de la même façon. J'en sais rien du tout, vraiment. J'ai très peu affaire à eux, j'ai des grossistes en VO, clairement, mais c'est vrai que je les ai légés quasiment en même temps, pratiquement, quoi. Sauf certaines maisons d'édition comme Whisky, par exemple. Donc là, ça devient c'est étonnant quand même. On a discuté avec Intrafin, hein, ça dépend aussi la boîte qui. Je suppose qu'Intrafin a plus de problèmes à avoir avec les boutiques du nord du pays qui ont déjà eu ces boîtes, les ont eu via un autre réseau. Mais il y a plein de choses qui font que je pourrais comprendre. Mais ça arrive. Je me rappelle le cas d'un jeu, comment ça, je ne me rappelle plus du tout du nom de ce jeu. Un jeu de Mathieu Dunstan, si je m'en rappelle bien. J'avais préco dans une boutique chez Spelunky, notamment, pour ne pas faire de pub. Et je l'avais préco, donc ils l'ont reçu facilement 3 mois après d'autres boutiques. Tout simplement parce que je les avais appelés forcément pour demander pourquoi je ne les recevais pas alors que tous les autres les avaient. Ils avaient dit simplement que eux, leurs fournisseurs,
ben, c'était pas en stock. Et voilà. Ils n'avaient pas fait les commandes dans les temps, etc. Mais, donc, quelquefois, c'est assez obscur tout ça. Hein. Ouais, mais l'import, c'est une chose. Je peux comprendre ce genre de choses, parce que forcément, chaque importateur fonctionne et fait ses réservations plus ou moins en avance, etc. Mais quand c'est une distribution officielle d'un truc, dans un réseau, une localisation, ça doit quand même arriver en même temps. Et donc, voilà, encore une fois, je ne travaille pas dans les maisons d'édition, je ne connais pas les pierres d'achoppement qu'il y a et tout, mais je pense qu'avec un peu d'explication, on est capable de comprendre certaines choses. Mais à partir du moment où on ne nous répond pas, et que c'est tout le temps la même chose, et qu'à chaque fois qu'on vous voit, on vous dit « il y a un problème France-Belgique, il y a un problème, c'est déloyal ». C'est franchement déloyal. Et qu'à chaque fois, on ne nous répond pas, on ne nous donne pas les explications, à un moment donné, eh bien, ne vous plaignez pas qu'on vous tape dessus sur les réseaux sociaux. Et tu pousses à coup de gueule. Mais non, mais voilà. Voilà. Ça se comprend. Bon. De toute façon, plus personne ne regarde. Non, c'est ça, il y a longtemps qu'on va plus. Voilà. On est en train de parler tout seul comme voilà. On va aller manger. Hein. On va aller manger. Et donc, on vous dit le mot de la fin, peut-être déjà. La fin, j'ai jamais été aussi vrai. Voilà, c'est ça. Voilà. Allez, à bientôt. Hein. À bientôt. Salut tout le monde.